Hello mes enfers, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit de la deuxième vidéo sur le thème des serial killers. Alors installez-vous bien confortablement et prenez votre jus de grenade parce que ça va être explosif. Aujourd'hui, je vous parle de l'histoire de Russell Williams, aussi appelé The Killer Colonel, en français le colonel tueur. Et si vous ne le connaissez pas, c'est tout simplement un tueur en série et un violeur canadien. Russell Williams naît le 7 mars 1963 à Bromsgrove, en Angleterre, avant que ses parents ne déménagent en Ontario, au Canada, car son père a été engagé en tant que métallurgiste dans un laboratoire de recherche nucléaire. Lorsque Russell a 6 ans, sa mère se remarie, après que ses parents aient divorcé. Et en 1979, la famille recomposée va déménager en Corée du Sud, mais Russell, lui, reste au Canada car il doit finir ses études. En 1982, lorsqu'il est à l'université de Toronto, Williams va rencontrer son meilleur ami, Jeff Farquhar. Donc en fait, ils étaient roommates, colocataires. Jeff explique que les colocataires surnommaient le colonel Williams de The Drill Sergeant ou Sarge, et qu'il avait déjà une âme de leader et il aimait bien attribuer en fait des tâches à ses colocataires. Il aimait beaucoup faire des pranks en faisant des blagues, ouvrir des portes qui étaient normalement fermées, et aussi, très bizarre, il pouvait passer des heures à rester caché dans des armoires. Vous devez certainement vous demander pourquoi je vous raconte ça. Eh bien, vous allez voir que dans la suite de l'histoire, ce petit détail aura son importance. Son meilleur ami explique que Williams lui avait peu, voire quasiment pas parlé de son enfance, du divorce de ses parents, du fait qu'il restait dans la résidence pendant les vacances et les week-ends. En fait, il était très mystérieux sur ce côté personnel de sa vie. Jeff se rappelle juste qu'il a eu une petite amie et que la rupture a été difficile. En 1987, William obtient son diplôme en économie et sciences politiques et juste après, il veut devenir pilote. Ça n'a rien à voir. À l'âge de 24 ans, Williams va rejoindre les forces canadiennes et il va occuper divers postes qui vont lui permettre de gravir les échelons de la hiérarchie militaire. Capitaine, major, gestionnaire de carrière pour pilote, colonel, commandant, directeur de projet pour le programme stratégique et tactique et bien d'autres encore. Le colonel Williams est décrit comme un pilote d'élite et une étoile montante des forces armées. C'est pas rien. On le décore pour ses années de service exemplaires et une période de service au Moyen-Orient. Concernant ses hobbies, il était trompettiste et amateur de photographie, et là encore, vous verrez que ce deuxième hobby est certes un détail, mais qu'il aura son importance par la suite. En 1991, Williams se marie à Mary-Elizabeth Harriman, une directrice associée de la Fondation des maladies du cœur, et son meilleur ami avait trouvé ça bizarre car Williams n'avait pas eu de petites amies depuis ses 20 ans. Pendant 13 ans, le couple va vivre à Orléans, c'est une banlieue d'Ottawa, avant de faire construire une maison dans le quartier de Westboro. Ils n'auront jamais d'enfants et ils vont vivre une relation à distance. En juillet 2009, Williams devient l'officier commandant de la plus grosse base aérienne du Canada en Ontario, à Trenton. Il a sous sa responsabilité 4000 hommes et femmes. Et pour atteindre ce poste, il faut être juste avec les gens, donc il faut être un bon leader. Mais il faut également avoir une bonne relation avec l'administration, les médias et le public. Et toutes ces qualités, Williams les avait. Donc à aucun moment, on n'aurait pu avoir des doutes sur lui et prédire ce qu'il a fait par la suite. Il a une maison sur la base et depuis 5 ans, il a également une maison à 30 minutes au nord, à Tweed. C'est une petite ville calme de 5200 habitants entre Toronto et Ottawa et il vit dans la rue qui s'appelle Cozy Cove Lane. Cette rue donne sur le lac et dans cette rue, personne ne ferme ses portes à clé, comme son voisin. Je vous avais dit que sa femme et lui étaient en relation à distance, c'est parce que sa femme travaille et vit à Ottawa et que donc lui, il vit à Tweed tout seul et on dit qu'il n'avait pas beaucoup d'amis donc il recevait 2-3 fois de la visite par an mais pas plus. À l'automne 2007, le voisin Larry Jones reçoit un appel de sa fille car lorsqu'elle est rentrée chez elle, il y avait quelqu'un qui s'est enfui précipitamment quand il l'a aperçu. Elle ne s'est pas pu s'inquiéter étant donné que rien n'avait été volé et donc elle en a conclu que c'était certainement l'un des enfants du quartier. C'est dans la nuit du 8 au 9 septembre 2007 que Williams va commencer à faire ses premiers cambriolages. Il s'introduit dans un chalet vide, se prend en photo dans des poses pornographiques avec les sous-vêtements d'une jeune fille
et part en conservant certains. Les mois suivants, il s'introduit dans les maisons de la région de Tweed, mais aussi de Belleville, et des fois, il revient 2 fois au même endroit. Parfois, il entre par une porte déverrouillée, d'autres fois, il va couper une moustiquaire, et même des fois, il va forcer une fenêtre ou une serrure. Le colonel étale les vêtements sur le lit, les prend en photo, et aussi il se prend en photo lui-même en portant des brassières ou des culottes de ses victimes. Lorsqu'il s'en va, il va rapporter des sous-vêtements en guise de trophée, et en 82 cambriolages, il a rapporté plus de 1400 morceaux d'habillement, ce qui fait une moyenne de 17 trophées entre guillemets par cambriolage. Bon, s'il n'en a fait que 82 et pas plus. Le pire, c'est qu'à Tweed, personne n'a reporté un cambriolage et certains ne l'ont même pas remarqué. Le mec était tranquille, il pouvait continuer longtemps comme ça. Cependant, à Orléans, 15 des 25 familles cambriolées l'ont reporté à la police. La police a mis en place une surveillance, mais ça n'a rien donné. Entre 2008 et 2009, il y a eu 34 cambriolages similaires dans la région d'Orléans, donc à Ottawa, et toutes les maisons étaient à proximité de celle de Williams. Et il n'a vraiment peur de rien parce que dans les 2 mois qui ont suivi sa nomination, il y a eu 10 effractions supplémentaires. Il va même faire du golf avec Johnny Bower pour lever des fonds pour les familles des militaires, il va être présent lors de l'envoi des boîtes cadeaux pour les soldats à l'étranger, il va créer du lien avec la communauté, inviter des officiers locaux pour un vol au nord, enfin bref, le colonel il est parfait et attentionné. Le 16 septembre 2009, il revient de l'Arctique et c'est à ce moment-là que l'activité criminelle a commencé à changer à Tweed. Le 17 septembre 2009, une jeune mère est en train de dormir à côté de son bébé de 8 semaines. À 1h du matin, un homme s'introduit chez elle, l'agresse sexuellement, prend des photos et repart vers 3h du matin. Ce même jour, Williams apparaît souriant à la base militaire et préside une tentative de record du monde de tirage d'avion sur le tarmac de Trenton. La nuit suivante, il y a eu une autre effraction dans la même maison. Cette fois-ci, il n'est pas surpris. Et vous allez voir qu'il répète souvent ce même mode opératoire de se rendre plusieurs fois chez ses victimes. Le lendemain, le colonel prend part à l'ouverture de la saison de hockey et il dit même qu'il aura peut-être l'opportunité de lancer le palais pour débuter le match. La semaine d'après, il y a eu une 3e effraction dans la même maison. Et le lendemain, il accueille le ministre de la Défense, Peter MacKay. Durant la dernière semaine de septembre, il y a eu 2 effractions dans une maison pas loin de celle de Williams. Et lors de la 3e effraction, la femme était toute seule chez elle et en fait elle a été surprise par un homme. Il lui a bandé les yeux, l'a attachée, il lui a enlevé ses vêtements. Et pendant 2h30, il l'agresse sexuellement et il la photographie. Lorsqu'elle lui a demandé s'il allait la tuer, il lui a juste répondu « pas besoin ». Et là elle s'est dit « je connais sa voix, mais je ne sais plus à qui elle appartient ». Cependant et heureusement, un profileur criminel qui travaille à la police provinciale de l'Ontario commence à s'intéresser à l'affaire et à recueillir toutes les informations relatives au cambriolage. Cet homme, c'est le sergent détective Jim Van Alley, et il en déduit que si Williams continue d'échapper à la police, il va devenir de plus en plus agressif, et ça va devenir un danger croissant d'une agression sexuelle directe. Les policiers vont commencer à faire du porte-à-porte pour recueillir les informations, et pour essayer de retrouver l'homme qu'on appelle The Tweed Creeper, donc le rôdeur de Tweed. Quand les policiers sont arrivés chez Williams, il n'était pas là. Ils ont demandé au voisin Larry Jones qui était ce voisin. Larry Jones a tout simplement répondu que c'était le colonel Williams. Et la police a dit « Je suppose que personne ne recherche cet homme alors. » S'ils avaient su. Le pire pour le voisin, c'est que la police était persuadée que c'était lui et que la victime pensait que la voix qu'elle avait entendue était celle de Larry Jones. Ça a pris un interrogatoire de 3h30, des relevés d'empreintes, des relevés d'ADN, plus de 3 heures d'examen polygraphe et des semaines de suivi avant que la police ne se rende compte que ce n'était pas l'homme qu'ils recherchaient. Le problème, c'est que pour tous les habitants de Tweed, c'était trop tard. Et le coupable, c'était Larry Jones. Mi-novembre, sur la route de Tweed, une femme rentre chez elle. Et cette femme, ce n'est pas n'importe qui, parce qu'elle a enseigné la musique sur la base de Trenton. Pour vous mettre un peu dans le contexte, elle était contente et pressée de rentrer pour se préparer pour une soirée. Elle rentre, elle monte les escaliers 4x4, elle arrive dans sa chambre, et là, elle voit que tous ses tiroirs sont ouverts, et que ses sextoys ont disparu. Évidemment, au début, elle pensait que c'était une blague que quelqu'un de sa famille avait voulu lui faire. Elle attend que son voisin arrive, le voisin qui devait l'emmener à la soirée. Et là, il se demande si oui ou non, ils doivent appeler la police. Le voisin lui dit que ça servirait à rien, qu'il ne les prendrait pas au sérieux, et que la seule chose que la police ferait, c'est discuter de ça et rigoler de ça pendant leur pause café. Cependant, il décide quand même de prendre des affaires pour la nuit, de manière à ce qu'elle ne dorme pas dans la maison toute seule. Et avant de partir, ils vérifient que toutes les portes et les fenêtres sont fermées. Ils vont même vérifier que la porte de la cuisine est bien verrouillée de l'intérieur. Ils partent à la soirée, et le lendemain matin, son voisin la raccompagne chez elle avant d'aller au travail, puisqu'elle voulait photocopier quelque chose chez elle. Au moment où elle arrive dans son bureau, le voisin entend un cri,
Il monte pour la rejoindre et il la trouve en train de fixer l'écran sans rien dire. Et sur l'écran, il y avait écrit « Vas-y, appelle la police. Je veux montrer au juge tes plus gros sextoys. » En allant dans sa chambre, elle s'est rendue compte que les 2 tiroirs de ses sous-vêtements étaient ouverts et vidés. Et là, elle réalise que la veille, quand elle était chez elle, il y avait quelqu'un, peut-être caché dans un placard. Tiens, c'est pas une des anciennes habitudes de Williams, ça, par hasard? Surtout, elle s'est dit que si quelqu'un était venu pour elle, il reviendrait. Vu le message qui avait été laissé sur l'ordinateur, il n'allait pas se contenter de juste lui voler ses sous-vêtements. Elle est persuadée qu'il y a un lien avec les effractions de Tweed. Le problème, c'est qu'entre la police de Belleville et la police de Tweed, il y a un manque de communication. Donc en fait, elle va commencer à informer toutes les femmes qu'elle connaît autour d'elle pour justement les prévenir de ce qui se passe. Mais Russell Williams ne va pas s'arrêter là. Et dans la nuit du 23 novembre 2009, il s'introduit dans la maison de la caporale Marie-France Como, qui est accessoirement sous ses ordres. Elle vit à 30 km de la base à Brighton. Marie-France se défend comme elle peut face aux coups de lampe de poche que lui assène William, et au cours des 2 heures suivantes, il l'agresse, il la bat, il la filme et il prend des photos. Après, il l'asphyxie en enveloppant son visage avec du ruban adhésif, met son corps dans un édredon et la laisse dans la chambre. Marie-France Como est découverte morte 30 heures plus tard, et pendant que la police cherche des indices, le colonel Williams envoie ses condoléances personnelles au père de la victime en lui demandant de lui dire s'il a besoin de quelque chose dans cette période compliquée. Williams n'est pas allé aux obsèques de la victime. Le même jour, pour une campagne publicitaire destinée à lever des fonds pour United Way, le colonel Williams est arrêté et menotté et il est mis. Le mois suivant, il participe à la torche olympique, à des soirées de Noël-vacances et même à des missions humanitaires avec le ministre de la Défense et le chef de la Défense après le tsunami qu'il y a eu à Haïti. 2 mois plus tard, le 29 janvier, il recommence et il s'introduit chez une femme, Jessica Lloyd, lorsqu'elle dort. Il la viole et il la force à poser pour des photographies et ensuite il l'emmène dans son chalet avec sa Nissan Pathfinder. Il lui ouvre le crâne avec sa lampe de torche et l'étouffe avec un bout de corde. Comme pour sa précédente victime, il enregistre tout. Il cache le cadavre dans son garage et dans la nuit du 2 ou 3 février, il va jeter le corps dans les boîtes Tweed. Au même moment, à 3 h du matin, 2 hommes sont dans une voiture et vont vers le sud pour charger leur camion. Ils se souviennent qu'il faisait très froid, que c'était la pleine lune et que le passager était très attentif pour regarder s'il y avait des animaux sur le bord de la route. Et en fait, il y a un SUV qui a retenu son attention puisqu'il était tout seul dans un champ. Ils se sont dit que c'était bizarre, mais ils se sont pas pu s'inquiéter et ils ont continué puisqu'ils devaient aller travailler. Ce sera le dernier crime de Russell Williams parce qu'il va être arrêté à cause de ses pneus. Je vous explique. Le frère de Jessica Lloyd, Andy Lloyd, reçoit un appel de sa mère lui disant que sa sœur ne s'est pas présentée au travail. Immédiatement, il va chez elle, et chez elle, il voit qu'il y a ses affaires, son téléphone. Souvenez-vous des 2 hommes sur la route à 3 h du matin, il s'agit de 2 cousins, et lorsqu'ils reviennent du travail, ils voient les avis de recherche, la police. Ils décident de dire à la police qu'ils ont vu un SUV garé dans le champ à côté de la maison, et qu'il était gris argent. Souvenez-vous, il faisait froid, et les traces de pneus ont été conservées. C'est comme ça que la police a trouvé le modèle de la voiture. Il s'agissait d'une Nissan Pathfinder. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Rappelez-vous la voiture dans laquelle Russell Williams a emmené Jessica Lloyd. Même marque, même modèle. Le soir du 4 février, Russell Williams est arrêté à un point de contrôle où les policiers posent des questions pertinentes à la recherche de Jessica Lloyd et en même temps ils examinent les pneus des voitures. Williams dit qu'il est pressé et qu'il n'a pas le temps parce que son enfant est malade. Or, il n'a pas d'enfant. Pendant ce temps-là, les autres officiers examinent la bande de roulement des pneus et se rendent compte qu'ils correspondent aux traces trouvées dans le champ. À partir de ce moment-là et sans le savoir, Russell Williams est placé sous surveillance policière. Les soupçons vont se confirmer lorsque la police va se rendre compte qu'il n'a pas d'enfant. Le 7 février, le sergent Jim Smith convoque Russell Williams au quartier général de la police à Ottawa. Williams, il est à Ottawa et il pense que la police le convoque pour parler de son voisin Larry Jones. En fait, Williams, il est malin. Quelques jours avant, il a demandé à Larry Jones quel était son endroit préféré pour chasser. Et le corps de Jessica Lloyd a été jeté à cet endroit. L'interrogatoire dure 9 heures et pendant ce temps-là, des officiers fouillent son chalet à Tweed et d'autres sa maison familiale à Ottawa. Inutile de vous dire que sa femme est dans l'incompréhension la plus totale. Williams décide d'abandonner toute prétention d'innocence lorsque le sergent Smith lui demande « Bon alors, où est-elle » Ce à quoi il répond « Vous avez une carte ?» Les policiers vont trouver sa caméra, un sac contenant une casquette noire, je n'ajouterai rien à part ça, un guide de crochetage de serrures, des boîtes et des têtes d'oreiller remplies de sous-vêtements, d'habits de bain, de lingerie féminine. On trouve également 2 disques durs d'ordinateur remplis de vidéos et de 3000 photographies
de ses attaques à Tweed et de ses 2 meurtres. Il y a également des articles très détaillés de tous les cambriolages, ainsi qu'un inventaire retraçant la date et le lieu des articles volés. La nouvelle de son arrestation et de sa double vie stupéfie tout le monde qui le connaît et choque le public. Et si il n'avait pas été arrêté à cause de ses pneus, Larry Jones aurait été arrêté encore une fois. Le lieutenant-général Angus qui avait nommé Williams en 2009 se demande comment ils ont pu rater ça, ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait, comment ils ont pu rater les indices. En fait, il n'y avait aucun indice. Il était irréprochable. Son meilleur ami Jeff a entendu Williams, Murder Charges, Cozy Cove. Et là, il s'est dit « What ?» Il a bondi, il a allumé la télé et il a été choqué. Il dit qu'il sentait comme si quelqu'un lui donnait des coups de poignard dans le ventre, il a vomi, il n'y croyait pas, il ne comprenait pas. Et comme ils étaient très proches, il pense qu'il s'est passé quelque chose dont il n'est pas au courant. Williams est accusé de meurtre, d'agression sexuelle, de séquestration et de cambriolage. Et comme il plaide coupable pour tout, il n'y a pas de procès. En avril 2010, il tente de mettre fin à ses jours en enfonçant un rouleau de papier toilette vide dans sa gorge. Et après cet incident, il est sous surveillance H24. En octobre 2010, il est condamné à 2 peines de prison à vie, sans libération conditionnelle avant 25 ans, heureusement. Au début, sa condition psychologique était très faible, il a détruit son monde et ce lui-même, et après sa tentative, il a commencé à accepter son jugement. Son procès a été pris au sérieux par toute la profession, mais aussi par ceux qui lui ont permis d'atteindre ce rang et qui l'ont nommé. Et en fait, il s'agit plus d'une question de l'honneur, et personne ne lui pardonnera. Bien évidemment, le colonel Williams a été dépouillé de son rang et démis des forces canadiennes, ses affaires ont été brûlées, ses décorations ont été jetées, et il s'agit là d'un geste symbolique qualifié de sans précédent par d'anciens militaires. Mary-Elizabeth Harriman, qui affirme n'avoir rien su des crimes de son mari, a entrepris des procédures de divorce. La femme chez qui Williams avait laissé un message sur ordinateur dit qu'elle fait toujours des mauvais rêves, des cauchemars, qu'elle ne peut pas rester seule bien longtemps, et elle pense que si la police avait mieux informé tout le monde, peut-être que Jessica Lloyd serait encore vivante aujourd'hui. En effet, elle n'avait pas pu l'informer étant donné que Jessica Lloyd était beaucoup plus jeune qu'elle et ne faisait pas partie de son entourage ou de son cercle d'amis proches. Voilà, c'est la fin de cette histoire, alors j'espère que la vidéo t'aura plu et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau serial killer.